Hello les amis, nous sommes le mardi 15 septembre 2020. Alors je tenais déjà à vous dire que j'avais fait une publication. J'ai ouvert une chaîne sur BitChute où pour l'instant j'ai mis toutes mes vidéos censurées par YouTube. Donc j'ai des nouvelles de YouTube via mes avocats. Ils ont admis une erreur concernant une vidéo, ils vont la remettre. J'ai même pas encore été vérifié s'ils l'ont remise ou pas. Quoi qu'il en soit, on continue, nous, le dépôt de plainte auprès du tribunal, parce que je suis conscient que YouTube a des règles, hein, mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord sur la façon dont c'est traité. C'est-à-dire, en gros, YouTube a été très permissif au départ, même s'il n'a pas autorisé certaines choses, mais on trouvait sur YouTube des choses pas très évidentes quand même. Et ils ont acquis, grâce à ça, aujourd'hui c'est un média, YouTube, hein, une position dominante. Et fort de cette position dominante, maintenant ils édictent des règles nouvelles. Donc on ne peut pas dire ci, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas critiquer l'OMS, on ne peut pas dire du mal des vaccins, donc on rentre dans une sorte de secte, une sorte de parti, alors qu'ils ont une position dominante dans les médias. Donc deux plaintes ont été déposées, l'une auprès des tribunaux des référés et l'autre devant le CSA, mais je suis dans l'œil du cyclone de YouTube, il faut en être conscient. Donc voilà, je vous mets le lien de la chaîne BitChute, si jamais vous ne me voyez plus un jour, au moins gardez ce lien quelque part. Et profitez, pour ceux qui veulent, de voir mes vidéos censurées. Hier, j'ai fait une émission avec Arnaud Durand sur la 5G, avec une exclusivité sur le net. Cette fois-ci, c'est nous qui avons commandé un sondage professionnel OpinionWay. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, notre président a déclaré au lendemain de la demande de moratoire de 70 élus de gauche écologistes sur la 5G, le chef de l'État a clairement pris position. Oui, la France va prendre le tournant de la 5G, a lancé Emmanuel Macron lundi devant les entreprises du numérique. Loin de chercher un consensus, il a préféré ironiser sur ceux qui préféreraient le modèle Amish, alors que l'attribution des fréquences de ces technologies doit débuter à la fin du mois. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Amish, plongé au cœur d'une communauté traditionnelle Amish, c'est une communauté religieuse de 300 000 personnes qui refusent la vie moderne. Ils vivent principalement en Pennsylvanie en suivant un mode de vie à part entière. Donc je ne sais pas pourquoi le président Macron se permet de critiquer les Amish. Et donc cette fois-ci c'est l'inverse, c'est la presse mainstream qui a repris ce qu'on a fait sur internet, un sondage accablant, merci à la dépêche, je tiens à le signaler. Pour la 5G, 2 Français sur 3 sont des Amish, j'adore. Et donc ils reprennent ce qu'on a dit, un sondage OpinionWay réalisé le 26 et 27 août révèle le très fort rejet que suscite la technologie 5G en France. Ce mardi matin, Emmanuel Macron a comparé les opposants à cette technologie aux Amish. Donc ils s'en foutent complètement, Emmanuel Macron, des conséquences que peut avoir cette technologie sur la santé des Français. On a bien compris que la santé des Français, apparemment, ne l'intéresse pas beaucoup. Pourtant, tiens, j'ai une petite anecdote pour Emmanuel Macron. On compte seulement 3 autistes chez les Amish. Pourquoi si peu? Il y a 3 autistes chez les Amish, là, on s'attendrait à en trouver environ 200. Cette statistique, pour le moins troublante, a une explication. Probablement ne la connaissez-vous pas, et pour cause. L'inavouable raison du peu de cas d'autisme chez les Amish ne relève pas d'un facteur chance, vous vous en doutez. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les membres de cette communauté ne développent pas ou si peu l'autisme? Un syndrome qui, par ailleurs, concerne plus d'une naissance sur 100 de nos jours. Il y a certains pays où c'est une naissance tous les 32. Faut le savoir. Une naissance tous les 32. Certains osent dire que c'est génétique. Donc je vous laisse découvrir l'article si vous avez envie de le lire. Et pour répondre encore à Macron, un excellent article de François hier soir. Le papa de l'iPhone estime que son invention détruit la société. Donc c'était en fait dans l'émission Envoyé spécial jeudi 10 septembre, diffusée sur France 2, que le co-créateur de l'iPhone, Toddy Fadell, a tenu un discours
étrangement anti-écran. Et là aussi, je vous laisse découvrir l'article. Aujourd'hui, devant les sénateurs, devant une commission du Sénat, il y a Didier Raoult qui est venu parler pendant 2 heures, répondre aux questions. Moi, j'ai été quand même relativement choqué de l'impréparation de la plupart de certains sénateurs. Je ne sais pas si moi j'étais sénateur, donc un élu de la République, même si c'est les maires qui élisent les sénateurs, si je voulais faire partir du parti d'une commission devant interroger quelqu'un, la moindre des choses, c'est que je me renseigne sur le dossier. Or, j'ai vu effectivement des sénateurs très sérieux qui avaient étudié le dossier, d'autres qui étaient vraiment là à la limite de la décence, à la limite de la décence, qui ne prenaient pas de notes et qui n'étaient juste là pour poser une question qui fâche, du style qu'est-ce que vous faites avec Onfray? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que Didier Raoult fait avec Michel Onfray, quoi? Pourquoi pas lui demander la marque des costumes qu'il porte, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé très très indécent. Et d'autres sénateurs qui étaient complètement à l'ouest, quoi. Un sénateur qui a dit, mais je comprends pas pourquoi vous persistez dans l'hydroxychloroquine alors que la plupart des pays dans le monde ne l'utilisent pas, quoi. Alors que, on l'a vu dans mes émissions, je veux dire, aujourd'hui, l'hydroxychloroquine, c'est quasiment 5 milliards de personnes qui l'utilisent dans le monde. Que dire de l'Afrique? Que dire de l'Afrique où chaque jour qui passe maintenant, tout le continent africain a moins de cas positifs que la France, et évidemment, un taux de mortalité extrêmement bas. Se pourrait-il que c'est parce qu'ils prennent de l'hydroxychloroquine matin, midi et soir depuis très longtemps? C'est une question que je pose et que l'on devrait tous se poser. Alors justement, pourquoi il y a autant de cas en France? Et là, je vous réfère encore à un article extraordinaire paru dans France Soir hier à 11h25. La grande supercherie des tests PCR, 90% des cas positifs ne sont ni malades ni contagieux. Et donc, on vous explique que dans un test PCR, il y a un facteur très important qui n'est pas mentionné dans les résultats, c'est le CT, c'est-à-dire le nombre de cycles. Il s'agit du coefficient d'amplification de l'ADN, du nombre de cycles d'amplification. Le test ne détecte pas des virus entiers, mais des morceaux de ce virus, actifs ou non. Donc il peut détecter des petits morceaux de virus d'une infection qui date de plusieurs semaines, voire plus. Dans les prélèvements, il y a très peu de morceaux d'ARN viral, donc ils ne peuvent pas être détectés tels quels. Il faut augmenter le nombre de morceaux de manière très importante pour pouvoir les détecter. On transforme donc cet ARN viral en ADN, puis on met un produit qui fait que tous les ADN du prélèvement sont dupliqués de nombreuses fois. On répète plusieurs fois cette opération. Plus on la répète, plus on amplifie le nombre. Plus le CT est grand, plus on risque d'avoir de faux positifs. Moins on la répète, moins on a de faux positifs, mais plus on peut avoir des faux négatifs. Suivant les appareils et les laboratoires, on peut aller à des valeurs de CT plus ou moins grandes, de 20 à 45. Donc un CT de 20 à 30, charge virale importante, peu de faux positifs. Si positif, on est certain qu'il y a bien infection à un des 5 coronavirus qui circulent, mais risque de faux négatifs. Parce qu'évidemment, on ne sait pas faire la différence entre le SRAS-CoV-2 et les autres 4 coronavirus qui circulent en France. CT égale 35 égale compromis utilisé par l'IHU, mais des faux positifs. CT égale 40 ou plus, égale 90% de faux positifs, pas de virus Covid, des 10% restants ont une charge virale extrêmement faible, on n'est pas contagieux, mais il n'y a pas de faux négatifs. Les recommandations des scientifiques sont un CT compris entre 20 et 30. Nos voisins allemands ont choisi entre 20 et 25. Dans la pratique, les laboratoires d'analyse, le plus souvent avec un CT à 40 ou plus. Donc si votre test est positif, exigez de connaître à quel CT et de refaire un autre test le lendemain pour confirmer. Ces tests PCR avec CT limité à 25 auraient été très utiles en février ou mars pour isoler les vrais positifs avec une charge virale importante. Donc sur le plan médical, depuis le début juin, les PCR n'ont plus aucun intérêt, sauf si on restreint le CT à 30 au minimum. Ils sont valables uniquement dans ce cas. Et ça, c'est un article qui a été écrit par un ami à moi, le docteur Peter Elblaz, ex-médecin attaché des hôpitaux du CHU de Nice, ancien chef du service de médecine interne, et qui est créateur des logiciels médicaux Megabase et Ocombase pour la chimio
thérapie, un garçon extraordinaire que je suis depuis longtemps sur Facebook et que j'ai déjà présenté à mes abonnés qui me suivent sur Facebook. Et un autre article de François K.O. ou K.O. où là je vous en fais, vu qu'on dit qu'il y a une situation explosive à Marseille et à Bordeaux. À Marseille, il y a 28 lits en réanimation, mais d'après le profil Facebook des hôpitaux de Marseille, on peut dire que 95% de ces lits sont occupés principalement par des non-Covid. Aujourd'hui, il y a donc 2 ou 3 nouveaux patients Covid qui arrivent en réa. On peut donc se poser les questions suivantes. Comment se répartissent les réanimations à ce jour à Marseille en fonction de toutes les maladies? Ou plus important, où étaient réanimés pendant la première vague les patients qui avaient les maladies qui occupent aujourd'hui 95% des lits en réanimation? Un médecin sous couvert d'anonymat nous dit: les malades de la première vague n'osaient pas venir nous voir, ils n'osaient pas venir dans les cabinets qui étaient vides, et ajoute: l'État a dû donner 1000 € par médecin généraliste pour couvrir ce manque à gagner. Il y a donc ici deux problèmes. Un problème de sous-équipement à Marseille, et ceci n'est donc pas lié au virus. Le second est plus important, car il s'agit d'information, de désinformation. Dans les diverses communications, on explique qu'il y a 25 lits de réanimation occupés sur 28, mais on oublie de dire par qui, et surtout par quoi. Aujourd'hui, le pays est en chaos schizophrénique. Pour 25 décès par jour dont on nous parle tous les jours à la télévision, les médias, les hommes politiques, les Français, ne voyant pas les autres 1665 autres décès, c'est une moyenne bien sûr, journalier. Le professeur Raoult, dans un entretien, avait dit qu'il y a quelque chose qu'il faut surveiller, c'est le taux d'oxygène. C'est le taux d'oxygène. Parce que le taux d'oxygène peut provoquer un manque de taux d'oxygène dans le sang, ce qu'on appelle de l'hypoxie. Et en fait, les causes de l'hypoxie peuvent être de 3 types. Diminution d'apport en oxygène, hypoxie d'altitude par exemple, et vous vous souvenez, dans mon émission censurée du 11 avril dernier, quand je vous mettais ce médecin urgentiste américain qui disait: mais moi je comprends pas, quand j'intube les gens, j'ai l'impression de les tuer parce que j'ai l'impression que ils sont comme s'ils étaient en altitude, le mal des montagnes. Vous vous en souvenez? Vous pouvez la revoir sur BitChute. C'est quand même incroyable, hein, quand même. C'était le 11 avril. Défaillance de la fonction respiratoire, infection pulmonaire, traumatisme thoracique, diminution du transport en oxygène dans le sang par les globules rouges, maladie des globules rouges comme les thalassémies, ou par exemple, ou beaucoup plus simplement, l'anémie. Les symptômes d'une hypoxie sont généralement une tachycardie, meilleur signe clinique de l'hypoxie, une hyperventilation par augmentation du travail ventilatoire, une cyanose. La peau prend une teinte bleutée. Là aussi, on avait vu qu'il y avait des gens qui avaient des teintes bleutées. Une hypoxie sévère peut plonger une personne dans le coma, voire entraîner la mort si elle n'est pas prise en charge efficacement par arrêt cardio-circulatoire. Et je vous mets aussi un article de l'excellent professeur Parola. Nous avons vu des atteintes pulmonaires importantes chez des patients en apparence plutôt bien. Nous avons aussi constaté ce que l'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire que les patients respiraient bien, alors que quand on mesure la qualité d'oxygène qu'ils ont dans le sang, elle est très basse. Ce n'est pas la qualité, c'est la quantité. À ce stade, tout bascule très vite. Cela interrogera sur la stratégie des autorités sanitaires du pays qui préconisent aux malades de rester à la maison confinés en attendant que les difficultés respiratoires s'aggravent. Enfin, nous avons constaté le risque très élevé d'embolie pulmonaire et la phase ultime de la maladie, ce qu'on appelle la tempête immunologique, où il n'y a plus de virus, mais où notre système immunitaire s'emballe. On rappelle que l'hydroxychloroquine a d'ailleurs un effet sur le système immunitaire. Et donc, Didier Raoult, dans son excellente interview sur CNews par Laurence Ferrari, a dit achetez-vous un petit appareil qui mesure votre taux d'oxygène dans le sang. Donc vous voyez, c'est tout simple, ça coûte 20 €, il y en a 19, 18, c'est tout simple, vous mettez votre doigt dedans, vous appuyez sur le bouton, et il va lire. Alors il faut rester assis, assis, et attendre que ça calcule, vous voyez. Donc j'ai un taux d'oxygène à 98, et un pouls là, avant j'étais à la course, 83, donc tout va bien. Donc pour ceux qui font plutôt de faire les queues 5 heures pour aller vous faire tester, ça sert à rien de vous faire tester. Vous faites tester, vous rentrez, vous chopez le Covid, ça sert à rien. Vous demain, vous le chopez. Et en plus, si vous attendez 5 jours pour avoir le résultat du test, ça ne sert strictement à rien. Donc pour les hypochondriaques, achetez un petit appareil comme ça. Moi, je voulais voir comment ça fonctionnait. C'est assez bien.
Et pour finir, pour rassurer les hypochondriaques, voici, à septembre 2011, septembre, au 11 septembre, le nombre de morts par Covid en France. Pour les rassurer encore plus, quand même, ça c'est ma copine Amandine qui m'écrit. Bonjour Sylvano, voici en pièce jointe mon étude sur les courbes du site gouvernemental. Je me pose des questions, serait-ce une manipulation des chiffres? Tu peux publier ma pièce jointe. Donc regardez, vous voyez en rouge, elle l'a mis, le 22 avril 2020, pour les Bouches-du-Rhône, il y a eu 30 morts. Et en France, pour le 22 avril, il y a eu 349 morts. Maintenant, on oublie ces courbes rouges, on va à droite, et on montre les courbes là. Et donc là, on dit, ben regardez, en Bouches-du-Rhône, c'est la catastrophe. Et donc, c'est catastrophe sur les Bouches-du-Rhône. Or, vous voyez que pour la journée du 14-9, il y a eu 3 décès dans les Bouches-du-Rhône. Et vous voyez que ben, le même jour, en France, il y a eu 34 décès. Or, les courbes des Bouches-du-Rhône sont supérieures à celles de la France. Donc, quelqu'un qui lit ces courbes, ben, il dit, bah oui, il y a un problème dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi les ordonnées du graphique ne sont-elles pas respectées? Pourquoi la courbe d'un département arrive à passer au-dessus de celle de la France entière? Pourquoi les deux courbes n'ont-elles pas la même échelle? On va écouter l'excellent professeur Toubiana. Ça va finir de vous rassurer. Pendant 20 ans, on a essayé de faire de mettre en place une médecine individualisée et aujourd'hui, on applique un cataplasme à toute une population. C'est ça la réalité. Donc vous êtes en régression, c'est ça le truc. Mais il y a une dernière question, mais on a que quelques secondes. Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, allez-y. Non, mais si vous voulez, sur l'ensemble des 8 millions de tests, il y a un fait massif qu'il faut que tout le monde entende. C'est que 97% de ces tests sont négatifs. Ça veut dire que quand on a 97% d'un système qui dit c'est négatif, pour moi, il n'y a pas de virus qui circule. Si vous prenez 97% d'une population, eh bien, vous voyez que le virus ne circule pas. Or, on met en place maintenant des mesures extrêmement dures, ne pas se rassembler dans un mariage ou même dans un enterrement, alors que le problème n'existe pas. Donc, on le fabrique un petit peu, ce problème-là. Et pendant ce temps, en Suède, la Suède ne compte que 13 patients atteints de coronavirus en soins intensifs et n'a subi en moyenne qu'un seul décès par jour au cours des 10 derniers, malgré le fait d'éviter tout verrouillage. Et tout port du masque. En Suède, la vie est normale, alors qu'on l'avait prédit tous les mots. Alors, en France, c'est les nouvelles françaises que vous m'envoyez. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout lire, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Urgent, lis ça, je t'en prie, j'ai 59 ans, 4 enfants, 3 petites filles, je ne veux plus de vivre comme ça. Le proviseur du lycée qui se vante d'être le représentant de la République et qui dit à son infirmière, qui se fait traiter de petite infirmière par les parents des enfants mal fichus, qu'elle prévient par téléphone qu'elle n'a pas à lui dire de laisser respirer les enfants, et au moins ceux le plus en difficulté. Elle craque, mais elle élève ses enfants seule et ne veut pas perdre son boulot. Le proviseur a fermé vendredi une classe pour cas Covid, mais aucun parent des autres classes n'a été averti. Alors qu'il dit avoir géré rien sur Pronote, la messagerie entre les parents et l'école. Des gendarmes partout ce matin, je comprends la lecture du mail ci-dessous annonçant des mesures hallucinantes prises en Gironde, alors que nous avions été préservés. Plus de fêtes étudiantes, masques aux abords des salles de sport, vestiaires fermés, reprise du Krav Maga masqué, interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants, mais assis ça ne gêne pas de musique sur la voie publique. Hier, parti 36 degrés, les élèves du collège ont fait le trajet d'environ 1 km à pied masqué, la journée la plus longue de 7 heures le matin au bus, avec cours jusqu'à 18 h, puis bus retour masqué en pleine canicule. Les classes sont surchauffées et pas ventilées, personne ne parle. Le prof de sport fait son premier cours sous les pins, tous masqués pendant 2 heures. Il faut arrêter ça, merci vraiment de ce que tu fais. Enfin, je deviens folle, hein. Franchement, moi je comprends pas. Hein. Non, je comprends pas comment les parents peuvent accepter cela, quoi. Et bonjour Sylvano, je vends des légumes biologiques sur le marché de Privas en Ardèche. Depuis le début de la mascarade, je mets sur mon stand des contre-informations, les propos de Raoult, de Toussaint, de Péronne, et en gros une partie des documents que tu nous présentes selon les semaines. Je tente de réinformer à mon niveau mes clients, mais aussi les chalands qui passent sur le marché. Jamais on ne m'a dit quoi que ce soit. Ce matin, la police municipale est venue me demander de retirer ma propagande selon les termes du policier. J'ai refusé en lui demandant quel honneur il voulait faire une atteinte à la liberté d'expression. Il est revenu une demi-heure plus tard, m'a arraché toute
toutes mes affiches sous le regard et la protestation de mes clients, se justifiant par le règlement du marché qui stipule tout stand en lien avec des organismes de propagande, qu'ils soient à caractère politique, syndical ou religieux, sera refusé. Mon entreprise et mon stand n'ont aucun lien, quel qu'il soit, avec ce type d'organisme, d'une part, et d'autre part, les infos que je présente n'ont rien de politique. C'était un acte particulièrement violent, notamment pour mes clients sur le stand qui étaient éberlués. Demain, j'avais prévu de réunir chez moi des personnes qui ont envie de créer un collectif ici en Ardèche. Nous serons une trentaine, je pense. Je vais leur proposer comme première action de porter plainte pour abus de pouvoir. En attendant, je n'ai pas les moyens de me faire virer du marché. Je suis donc contraint de stopper mon affichage. Et donc, 6 juin, les photos que j'ai eu le temps de faire. Vous voyez ce petit marché de Privas, magnifique, fantastique. Hein, et donc, vous voyez, ils mettaient des affiches et vous voyez les policiers là, en train d'arracher les affiches et de les déchirer, vigoureusement. C'est la police municipale. Super, tu fais un super beau métier, police municipale. Là. Et donc, il m'avertit que le collectif Liberté 07 est né ce dimanche. Il a déjà son site, je vous le mets dans les liens, www.liberté07.fr. Hein, il a son site, le voilà. Et donc, si j'ai des abonnés, des auditeurs en Ardèche, vous pouvez le rejoindre. Voilà. J'espère vous avoir rassuré pour ce soir. Keep cool, soyez cool. Les bonnes nouvelles arrivent. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bye bye, bisous.